Mille merci d'avoir accepté notre invitation et pour pouvoir du coup parler de ce que vous faites, parce que ça me semblait important. Avec plaisir. Je te laisse te présenter. Yes, donc moi je suis Pierre, je suis un des 3 membres du trio d'artistes Obvious. Ce trio d'artistes a la particularité d'être des artistes qu'on appelle IA artistes. Donc c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle comme outil, au même titre que certains sont photographes, sculpteurs ou peintres. Nous, c'est les algorithmes nos outils. On fait ça depuis 2017, donc depuis un certain temps. On a vu passer plusieurs vagues d'IA. La première en 2018, la nouvelle en 2021 avec l'apparition des algorithmes type ChatGPT et Midjourney. Donc voilà, en parallèle de ça, il se trouve aussi qu'on est les premiers artistes français à avoir fait des NFT. Donc on a un pied dans l'art traditionnel classique, en foire, en musée, dans les institutions, quoi. Mais on est aussi dans l'art digital et on crée des NFT depuis 2018 parce qu'on est intéressé par la blockchain et toute cette communauté-là. Donc on est un peu dans les deux univers. Et puis pour terminer le petit tour du propriétaire, ben, on a aussi un labo de recherche en intelligence artificielle où on crée les algorithmes de demain, au même titre qu'un photographe pourrait ne pas être satisfait par son appareil photo, essayer d'inventer de nouveaux objectifs, faire de la recherche fondamentale en optique. Ben, nous, c'est ce qu'on fait en intelligence artificielle. Et voilà, on a été financé par l'État français et donc là, le labo de recherche est lancé. Voilà, voilà. Et la question que je me pose en tant qu'artiste, pourquoi utiliser l'IA comme technique de création? Pourquoi ça vous Bah semblait alors, important? en fait, c'est pas comme si on se disait on veut faire de l'art. L'histoire n'est pas, on s'est rassemblés, on s'est dit on va faire de l'art et on a regardé, on a hésité entre la peinture et les algorithmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on vient plus des nouvelles technologies. Comme je disais, c'est cette passion-là qui nous a en partie réunis. Et donc en fait, nous, on se destinait pas à être artistes. Et par cette première série, par cette première interrogation en 2018, bah en fait, on s'est dit que c'était intéressant de créer avec ces algorithmes et de proposer quelque chose au public. Le public a réagi très fortement, que ce soit positivement ou négativement, et du coup, bah en fait, on est devenu artiste par la force des choses, mais on s'est pas dit l'IA parce que. En fait, c'est l'IA qui s'est imposée à nous, et après, nous, on s'est posé des questions qu'on a trouvées intéressantes, comme la place de l'artiste dans le processus de création, comme qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'en est pas, qui est-ce qui définit ça, est-ce qu'un algorithme peut être créatif, toutes ces questions-là qui restent parfaitement d'actualité. Et en gros, ces questions-là, en 2018, on a voulu les poser au grand public. Et l'art, c'était un bon moyen de le faire. Et puis après, la boule de neige a continué. Et 6 ans après, nous voilà artistes contemporains. Mais du coup, une des questions que vous vous posiez, quelle est votre place du coup en tant qu'artiste en utilisant l'IA? Ça, c'est une Alors, question qui est super intéressante. un artiste IA, c'est un artiste qui, au même titre qu'un photographe, utilise un outil très performant pour pouvoir créer. Donc son rôle est d'abord dans le choix du sujet, dans une maîtrise parfaite de sa technique, de son outil et des différentes versions de son outil qui existent. C'est-à-dire, en fait, moi, si je suis photographe, je préfère utiliser des Canon que des Fujifilm parce que telle ou telle chose. Et donc, moi, je préfère utiliser ce type d'algorithme-là plutôt que celui-là. Et je sais que si j'utilise ce type d'algorithme-là, bah, ça va bien rendre sur ce type de sujet-là. Je continue ma métaphore avec le photographe, mais un photographe n'utilise pas un objectif zoom de la même manière qu'il utilise un grand angle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous, c'est pareil, on doit choisir l'outil. Après, en tant qu'artiste, vous avez aussi, en gros, ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire qu'au même titre que le photographe qui prend plein de photos, l'algorithme génère un très grand nombre d'images. Et après, moi, je vais devoir, en fonction de ce que j'ai envie de faire, des contraintes techniques, des contraintes artistiques que je me suis imposées, choisir la bonne image. Donc là, comme le photographe qui, parmi les milliers de photos qu'il prend, en sélectionne finalement une pour créer une série. Et puis après, il y a tous les choix de médium, c'est-à-dire est-ce que je vais imprimer, est-ce que je vais faire du digital, etc. Donc en fait, l'artiste, dans le terme d'IA artiste, n'est pas tellement sur la création d'images, mais c'est le marionnettiste qui organise toute la création artistique, qui organise tout le processus artistique
Et il y a énormément de comparaisons à faire avec celui d'un photographe, qui est le processus artistique qui est le plus proche d'une autre. En fait, en soi, l'IA, du coup, vous l'utilisez comme un outil qui va permettre, en fait, d'amener votre empreinte et votre empreinte artistique dans vos œuvres, c'est ça? Complètement, c'est exactement ça. Mais du coup, vous qui aimez beaucoup les nouvelles technologies, est-ce que vous avez pu voir que l'IA comblait un certain vide dans les milieux artistiques? Quels sont les vides qu'elle peut combler, selon vous? C'est une question intéressante. Quel vide elle comble? Je pense qu'elle permet à certains créatifs qui ne sont pas si spécialistes de la création d'images de toutefois s'exprimer. Et je sais pas si je suis clair, mais disons que en fait moi j'ai des choses à dire en tant qu'artiste. En fait j'écris très bien, et en fait je peux aussi m'exprimer de manière visuelle. Et ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, et c'est quelque chose que les algorithmes vont nous permettre. C'est moi en tant qu'artiste, disons que je suis musicien, en fait dans quelques années je pourrais illustrer ma musique. Chose qui n'était pas forcément possible avant parce qu'il fallait que je sois expert dans les logiciels de création, etc. Donc je pense que un des plus gros vides que ça que l'intelligence artificielle crée, comble pardon, c'est de pouvoir faire des ponts entre les arts au sein d'une même personne. C'est l'artiste complet qui permet de s'exprimer musicalement, etc. C'est pas forcément ce que nous on fait en tant qu'artistes, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aller dans ces différents trucs-là, mais je sais que c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus dans le futur. Ce sont des œuvres pléthoriques où en fait l'artiste aura su créer la musique, créer la visuelle, créer l'audio, créer les personnages, tout ça parce que en fait l'algorithme lui permet. Et du coup, pour revenir à une de vos œuvres que vous avez créée, qui a été une révolution d'un point de vue artistique et également numérique, Edmond de Bellamy, Yes. est-ce que vous pouvez nous parler de sa création, de comment est-ce que vous avez procédé, nous expliquer en fait tous les cheminements Yes. qu'il y a pu y avoir derrière avant la création de cette œuvre et après la création de cette œuvre aussi? Alors, donc pour cette œuvre-là, c'est une œuvre qui s'appelle Edmond de Bellamy, donc on l'a créée en 2017. Et donc là, l'idée, c'était d'interroger, c'était notre première série, donc c'était vraiment d'interroger et de poser toutes les questions que j'ai pu vous exposer au début de cette interview, qui sont des questions qui sont finalement assez basiques et qui sont, selon nous, maintenant résolues. Je pourrais apporter la réponse que j'ai à chacune de ces questions, mais à l'époque, je les avais pas. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de poser ces questions de la place de l'artiste, de l'auteur, de est-ce qu'un algorithme peut être créatif, etc. Au grand public. Et donc pour ça, on a décidé de faire de prendre le portrait classique, parce que tout le monde a déjà vu un portrait classique dans un musée ou dans un livre d'histoire. Et donc, c'est quelque chose auquel on peut se sentir connecté assez universellement. Et donc, dans cette logique-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 10 000 portraits classiques qui vont du 14e au 20e, et on les a donné à un algorithme dont le travail est d'inventer le 14 001e, le 14 002e, le 14 003e. Donc c'est pas une copie, c'est pas un mélange, c'est vraiment je te donne x exemples, fais-moi x plus 1, x plus 2, x plus 3. Au même titre que là, si je donne à un enfant un livre sur les dinosaures, je lui fais regarder une dizaine de dinosaures, il sera capable à partir de là de dessiner lui-même un dinosaure et il aura finalement intégré en lui les règles communes des dinosaures qui sont un animal à quatre pattes, des écailles et un long cou. Quoi. Donc on crée on crée cet algorithme, enfin on crée pas, on développe cet algorithme et en gros on donne cette base de données et donc là en gros ça nous donne des milliers de portraits classiques. Dans cette série-là, en gros on sélectionne 11 portraits classiques et on en fait une famille, la famille de Bellamy, dont le dernier descendant est Edmond de Bellamy. C'est une image je dirais, d'un notable déshérité de la fin du 19e siècle. Et à la fin, en gros, on l'a imprimé sur toile, encadré avec un cadre en or et signé avec la formule mathématique qui permet de générer ces visuels. Mais et si je me trompe bien aussi, c'est que du coup cette œuvre, elle ne pouvait pas être, des machines qui du coup détectent si ça a été créé par une intelligence artificielle ne pouvaient pas du coup se rendre compte qu'elle avait été créée par une intelligence artificielle, c'est ça?
Je crois pas parce que à l'époque, ces algorithmes de détection ne sont quasiment pas fonctionnels. Donc très sincèrement, ça a jamais été vraiment le jeu. Ça a toujours été assez straightforward que c'était créé avec des algorithmes. On n'a pas essayé de se Ok. cacher derrière quelconque barrière de la sorte. Ok. Et aussi, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi est-ce que le fait d'avoir créé cette œuvre par le biais d'algorithmes qui ont une base de données qui est assez importante, en quoi est-ce que ça pourrait être preuve d'originalité? Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, alors qu'il faut, enfin, je pense que c'est important de leur faire comprendre qu'il y a une originalité derrière. Non, bien sûr, ouais. En fait, l'originalité dans une œuvre d'art ne se caractérise pas forcément uniquement par le visuel. Une œuvre d'art peut être parfaitement originale parce que son processus est complètement nouveau. Je parle techniquement, mais aussi parce qu'il est complètement nouveau contextuellement ou conceptuellement. Par conceptuellement, c'est Marcel Duchamp qui prend un urinoir et qui décide d'en faire œuvre. Ça pose énormément de questions à l'époque, mais c'est la question est la même. Pourquoi est-ce que ça fait œuvre? Et c'est par son concept que ça fait œuvre et parce que c'est nouveau. Et par les questions qu'il pose. Et donc nous, c'est exactement la même chose. Fondamentalement, bah déjà, je pense qu'il y a une certaine esthétique liée à la génération d'images, mais ça, entre guillemets, c'est un débat d'experts. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve que ces artefacts sont nouveaux ou pas. Bon, ok. Par contre, la question de se dire, interrogeons-nous sur ce qu'est l'art et ce qu'il n'est pas au travers de l'art créé avec des algorithmes et non pas par. Alors ça, c'est un concept qui est nouveau, c'est des interrogations qui sont nouvelles et donc ça fait œuvre. Et donc, en fait, cette série-là, elle était déjà une série d'œuvres par ces questions-là. Mais au fond, notre travail, de manière générale, de manière plus générale en tant qu'artiste, je dirais qu'il ne fait pas en fait, il ne fait pas de doute que c'est de l'art au sens où il y a toujours un travail sur 3 points, la technique, le visuel et le concept. Et si jamais vous travaillez à chaque fois ces 3 points-là et que vous faites en sorte de travailler ces points-là et de donner le maximum dans ces points-là, alors ça fait œuvre. Dans une recherche que j'ai pu faire, j'ai cru comprendre que vous cherchez aussi à créer des algorithmes qui pouvaient émuler la créativité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter? Oui, alors c'est un peu nos phrases pompeuses de l'époque. Je pense que au fond, tout chercheur en intelligence artificielle a ce but, puisqu'au fond, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche où finalement on essaye à chaque fois de répliquer des processus qui se passent dans le cerveau humain. Euh, pour autant, est-ce qu'on peut dire véritablement que les GAN sont une forme de réplication de la créativité? Je pense que j'aurais pu poser la question il y a quelques années et aujourd'hui je vous répondrai que je suis sceptique quant à la réponse parce que en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'esprit humain. Donc toutes les personnes qui ont la prétention de répliquer l'esprit humain finalement se prennent les pieds dans le tapis et donc en gros, il faut essayer de s'approcher, mais en tout cas, avoir la prétention de le faire, c'est un peu too much, je pense. Parce que du coup, ça serait aussi peut-être un danger, parce que si on amenait en sorte, enfin, on faisait en sorte que des algorithmes puissent recréer en fait cette pensée humaine, bah, du coup, il y aurait plus besoin de l'être humain pour créer des œuvres d'art, et du coup, la notion même d'artiste pourrait être mis en exergue, enfin, pourrait être mis Non, en parce que porte-à-faux. très sincèrement, c'est pas parce que. Alors, deux choses. La première chose, c'est il n'existe aucun type d'algorithme qui a une volonté qui lui est propre. À chaque fois, ce sont des marionnettes aux mains du marionnettiste qui est un humain. Aucun, je dis bien, aucun algorithme n'a sa volonté propre. De ce fait, un algorithme qui est un artiste, c'est impossible. Parce que en fait, celui qui est l'artiste est forcément celui qui utilise l'algorithme, ou alors qui fait croire aux gens que l'algorithme fonctionne. Donc c'est soit un marionnettiste caché, soit un marionnettiste qui se montre, mais quoi qu'il arrive, le marionnettiste existe. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est que au fond, la création d'un nouveau type d'art ne remplace pas le précédent. Imaginons, c'est de la pure science-fiction, mais imaginons qu'il y ait de l'art, qu'il y ait des algorithmes qui soient indépendants et qui décident de faire des créations sans que ce soit un humain qui leur ait demandé. Eh ben, fondamentalement, je pense que ça remplacerait pas la création humaine. Ça lui donnerait d'autant plus de valeur parce qu'on se dirait,
ah ouais, regardez ce qu'est capable de faire un algorithme, regardez ce qu'est capable de faire un humain, on regarderait les différences, on serait en train de se poser la question, etc. C'est pas parce que les photographes sont apparus que la peinture a disparu, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est important de se rendre compte que, artistiquement en tout cas, parce que c'est différent dans l'économie, c'est différent dans plein d'autres endroits, mais artistiquement, les choses s'accumulent et ne remplacent pas les unes après les autres. C'est pas parce que le street art est apparu que le mouvement d'avant a disparu, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, les choses s'accumulent dans l'art particulièrement. Par contre, dans le milieu du travail, dans plein d'autres endroits, cette réflexion n'est pas vraie. Mais en tout cas, dans l'art, en fait, ce qui est intéressant, c'est la progression. C'est un arbre qui grandit plutôt que quelque chose qui se remplace. Je sais aussi qu'il y a une question qui se pose souvent lorsqu'on utilise l'IA, c'est la titularité des droits des œuvres qui ont été générées par une IA. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces problématiques-là et comment est-ce que vous aussi vous le conceptualisez? Alors, c'est des questions qui sont très compliquées à répondre. Moi, j'ai un peu d'expérience là-dedans, mais encore une fois, je suis pas juriste et donc je suis pas forcément au courant des derniers, des dernières, des dernières sorties au droit, de la dernière jurisprudence aux États-Unis, etc. Mais il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que une œuvre créée avec des algorithmes d'intelligence artificielle dont le résultat est original est protégée en France et aux États-Unis par le droit d'auteur. Donc, ça veut dire que si mon processus est original, si je n'ai pas copié quelqu'un, et que je crée une œuvre avec un algorithme quel qu'il soit, alors le résultat est protégé par le droit d'auteur, c'est-à-dire par la création que moi j'ai fait. Nous, on a fait plusieurs demandes à des avocats pour clarifier ça, et c'est le cas. Pour autant, il y a plein d'algorithmes où, en fait, je peux copier le style de quelqu'un. Ça, c'est interdit. Euh, parce que ce qui est important, c'est le mot original. C'est-à-dire que je ne copie pas, il faut que j'apporte quelque chose, que ce soit sur le plan conceptuel, visuel ou technique. Donc ça, c'est important. Après, il y a d'autres questions de droit qui sont comment fonctionnent ces algorithmes, comment est-ce qu'ils génèrent des images, et est-ce que les droits sur ces bases de données, c'est-à-dire sur les images qu'ils ont à l'intérieur, eux sont autorisés. Et là, c'est des questions qui sont beaucoup plus compliquées. En fonction de l'algorithme et en fonction de la manière dont il fonctionne, bah en fait, il y a des gens qui ont des avis différents, etc. Ce qui est sûr, c'est que euh, quand vous entraînez vos propres algorithmes, c'est-à-dire quand vous n'utilisez pas les algorithmes grand public, normalement vous n'avez pas de problème parce que vous pouvez mettre des images libres de droit. Donc c'est-à-dire quand on fait la famille Bellamy, on n'utilise que des images libres de droit, donc des portraits du 14e au 20e. Du coup, il y a aucun ayant droit qui est lésé parce qu'on a utilisé son image dans la base de données. Donc ça, c'est quand on crée ses propres algorithmes ou qu'on entraîne ses propres algorithmes. Par contre, euh, quand on utilise des algorithmes de type Midjourney ou de type DALL-E, là, en gros, vous utilisez d'autres types d'algorithmes qui sont des algorithmes qui ont été inventés par Midjourney ou par OpenAI ou par d'autres géants de la tech. Et là, eux ont utilisé, et en fait ils veulent pas dire, mais c'est un peu sketchy, ont utilisé les œuvres de tous les artistes du monde à l'intérieur. Et donc là, ça pose des vraies questions d'autorisation parce que, en gros, est-ce que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie que mon travail serve à nourrir le travail d'autres? Pas forcément. En tout cas, j'aimerais bien qu'on me demande mon avis. Ça paraît logique. Ce qui n'a pas été fait par ces géants. Donc, si vous êtes généré une image avec Midjourney et que vous avez une utilisation commerciale, bah là, c'est galère. Mais pour autant, par exemple, récemment aux États-Unis, il y a une class action qui a été perdue, c'est-à-dire il y a beaucoup d'artistes qui se sont rassemblés pour porter plainte contre un des créateurs de ces algorithmes de génération d'images, et le générateur, enfin entre guillemets, la société a gagné contre les artistes parce que au fond, quand il y a 250 millions d'images dans un algorithme, dans la base de données d'un algorithme, alors oui, vous avez aidé, mais pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aidé à la marge. Et donc, c'est des questions qui sont très compliquées.
Et est-ce qu'on peut savoir du coup aussi, pour revenir du coup à vos œuvres et à ce que vous créez, vos projets futurs, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez conceptualiser, que vous aimeriez créer? Alors bah nous, comme tous les ans, on essaie de faire 4 à 5 projets. Le gros projet qu'on a là en ce moment, c'est que donc on a la création de notre laboratoire de recherche. Et donc ce laboratoire de recherche qui travaille sur un tout dans lequel on s'est lancé, qui est le Mind to Image. Le Mind to Image, c'est l'idée de se dire que, en gros, la vision, elle est contrôlée par ce qu'on appelle un Mind Eye, c'est-à-dire que si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un ballon de foot sur une table, vous le voyez dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'idée, c'est de se dire que comment est-ce que moi, en tant qu'artiste, je peux, grâce à des algorithmes, illustrer directement mon Mind Eye sans passer par un ordinateur, sans passer par un logiciel de création, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des IRM, on regarde un très grand nombre d'images. Donc, moi, je fais des sessions de 2 heures en regardant des dizaines, des centaines d'images. Et à la fin, je suis capable de faire une association entre cette image-là et cette activation cérébrale. Et donc après, ce que je peux faire, c'est aller dans l'IRM et aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, je pense à quelque chose, l'algorithme reconnaît l'activation cérébrale et permet de générer directement ce à quoi je pensais. Et ça, c'est le futur de la création, c'est-à-dire, c'est comment est-ce que j'illustre directement les choses avec ma pensée. Et donc ça, on est en train de commencer à le faire. On a nos premiers résultats de recherche qui sont très encourageants. Et donc, on espère sortir notre première œuvre au printemps, la première œuvre au monde faite comme ça, et puis la série complète un peu plus tard. Ce serait incroyable. Mais du coup, là aussi, j'ai une question qui m'est venue au fur et à mesure de la discussion. C'est Mhm. comment est-ce que vous expliquez aussi le fait que bah, votre collectif soit hyper connu à l'international et en France, bah, ça commence petit à petit à émerger. Parce que pour moi, vous êtes vraiment des artistes qui méritaient d'être visibilisés en France et être connus. Comment est-ce qu'on peut expliquer en fait cet attrait qui est beaucoup plus porté à l'international qu'en France? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que parce que cette vente aux enchères qui nous a rendu célèbres, elle s'est faite à l'étranger, et que de manière générale, l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on va dire qu'il a plus de popularité à l'étranger qu'en France, parce que en France, on aime se poser des questions d'éthique et on aime se poser des questions de est-ce que c'est bien ou pas avant de c'est lié à ces deux facteurs, et aussi parce que on, on va dire que nous, on cherche avant que ce soit nous, que ce soit notre travail qui soit connu. Et donc en fait, tant mieux si c'est notre travail qui parle pour nous. On cherche pas absolument à aller sur les plateaux, à aller montrer nos têtes partout. Au fond, si notre travail parle pour lui, tant mieux. Bah, merci beaucoup, merci vraiment et bah, j'espère vraiment, bah, je vais suivre votre actualité, j'invite tout le monde à aller suivre votre actualité et merci d'avoir accepté cette interview avec moi. Bah, Au c'était revoir, bonne un, journée. un plaisir. Au revoir.